Mariam Cheikh Farid raconte des histoires depuis qu'elle est enfant. Elle a écrit un premier roman, Le syndrome de l'accent étranger. L'histoire d'une rencontre, celle d'un immigré et d'un auteur. Au milieu, un personnage, victime du syndrome de l'accent étranger. Un café littéraire était prétexte à des échanges entre lecteurs et auteurs et à des lectures. Un samedi à l'Institut français de Maurice, l'auteur nous parle de sa passion. C'est l'histoire de Désiré, qui est donc mauricien. D'ailleurs, j'ai ma muse dans la salle, quelque part. C'est pas lui, c'est pas lui, parce que tout le monde va dire bon. Non, c'est pas lui du tout, mais voilà. Donc, qui est mauricien, qui en fait, effectivement, est dans une situation d'immigré illégal à Paris. Il est éboueur, il a un travail quand même. Et un jour, il rentre de son travail, il est épuisé, fatigué de sa journée, il trouve une place assise. Formidable. Dans un métro parisien bondé, c'est quelque chose de très précieux. Il s'assoit et puis il sent un sac taper contre sa jambe. Donc il prend le sac et dans le sac il y a un ordinateur, il ouvre l'ordinateur et en fait ce qui se passe, c'est que ce personnage dans la vie duquel ne se passe pas énormément de choses, il a une vie très tranquille, très discrète de par sa situation, et ben il découvre le début d'une histoire. Et cette histoire va tellement le happer et le passionner qu'il va dire au propriétaire, écoute, je veux bien te rendre ton bien, il lui écrit, mais je veux la suite de mon histoire. Vous êtes à Maurice pour présenter votre roman, Le syndrome de l'accent étranger. C'est un beau prétexte pour mieux vous découvrir. J'aimerais savoir déjà, depuis quand remonte cette envie, ce désir de raconter des histoires ? Alors, le désir de raconter des histoires, comme pour beaucoup de personnes, vient de la découverte d'histoires par la lecture. Donc ça remonte à très loin, j'imagine. J'ai dû raconter mes premières histoires enfants de manière assez courte et puis de manière un petit peu plus développée à l'école, en cours de français, tout simplement. J'adorais les rédactions, où il fallait raconter des choses, décrire des choses. Je trouvais les mots très beaux, j'adorais collectionner les nouveaux mots. Donc je me rappelle en particulier de certains mots qui m'ont jamais quitté, qui font partie de mes mots préférés. Il y avait le mot éphémère. Je trouvais ça beau, éphémère, comme un papillon. Enfin, je sais pas, je trouvais ça très très beau. Et puis le mot évanescent, qui s'en va. Enfin voilà, et après les mots créoles aussi. Il y a des mots qui sont plus savoureux que d'autres en bouche. Et voilà, je pense que le désir d'écrire est venu avec la lecture, l'écriture déjà petite, et puis voilà, cette gourmandise par rapport aux mots. Vous avez gardé vos premiers textes, les rédactions ou les nouvelles, les histoires ? Alors oui, ils sont conservés précieusement par ma maman, parce que c'est ce qui arrive souvent. Donc je suppose que si je remettais le nez dedans, je retrouverais mes rédactions, mais aussi mes journaux, parce que voilà, je tenais des journaux intimes à l'époque. Où je racontais, j'ai réouvert un journal il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Ça m'a beaucoup amusée parce que je racontais par le détail ce que je mangeais. Ça m'intéressait beaucoup de dire au déjeuner, j'ai pris 2 tartines avec... voilà, je décrivais ça très attentivement. Donc ça m'a beaucoup amusée. Je m'attendais à retrouver des révélations incroyables sur mon enfance. Non, je racontais ce que je mangeais. Aujourd'hui, on fait ça sur Facebook. C'est vrai, exactement, on fait ça sur Facebook, oui. Je fais partie d'un groupe sur Facebook auquel une amie mauricienne m'a inscrite, qui est Qu'est-ce qu'on cuit aujourd'hui ? Ce groupe-là a un dynamisme fantastique. Les gens publient ce qu'ils vont consommer dans la journée, spécialement des plats mauriciens, et ça a un succès fou. Mais je trouve ça très amusant. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Désiré veut vraiment savoir la suite de l'histoire ? Ce que Désiré connaît bien, ce sont ces 2 sentiments. Celui d'être en décalage avec le monde qui vous entoure et ce ressenti de frustration inéluctable qu'il avait tout gosse lorsque Ma lui racontait des histoires et qu'elle s'arrêtait au moment où la sorcière allait arriver. C'était terrible. Pas tant l'arrivée de la sorcière que le fait que l'histoire s'arrête là. C'était le moment de dormir. Dodo, baba, c'était... Et on ne plaisantait pas avec la mère.
la suite. Il lui faut une suite, une frustration d'enfant immense. Désiré se rend compte qu'il n'a pas attendu de suite depuis longtemps, que le désir qu'il croyait mort vient de se réveiller comme un petit animal qui a hiberné. Ce désir s'étire de tous ses petits membres à l'intérieur de lui. Désiré s'endort, lové en point d'interrogation, pelotonné autour de son envie d'être au lendemain, juste pour connaître la suite de l'histoire. Vous êtes aussi, vous avez laissé des traces dans la presse à Maurice, parce que vous avez fait vos débuts, on va dire, dans un quotidien, l'Express. Mais ces écrits journalistiques, est-ce que c'est ça qui vous amène à écrire après des nouvelles? Non, j'écrivais déjà des nouvelles. J'ai commencé à écrire des nouvelles plus sérieusement à partir du lycée, disons, et puis j'ai été plus avant sur la démarche en université. Comme j'expliquais tout à l'heure, je participais à des concours de nouvelles très régulièrement. Je listais tout ce qui pouvait sortir, je participais. Donc, ce qui m'a permis de gagner de l'argent de poche pour acheter des livres, aller au théâtre, voir des concerts. Donc ça, c'était fabuleux. Et puis de temps en temps, je gagnais un panier garni avec des biscuits, des jus. Mais voilà, donc ça me donnait une bonne excuse pour continuer à écrire et aller au bout des histoires. Parce que commencer à écrire, quand on aime ça, c'est pas très compliqué. C'est aller au bout d'une histoire et la polisser suffisamment pour qu'elle soit lisible par quelqu'un d'autre, qu'elle soit accessible. Alors, quand vous dites que vous étiez en chasse de concours, parfois il y a des thèmes qui sont déjà décidés, mais est-ce que vous aviez des histoires de prédilection? Oui, alors moi ce que j'aime ce que j'aimais dans les concours, c'était justement quand il y avait une contrainte. J'ai toujours aimé les contraintes en écriture, contrairement à beaucoup de gens, parce que je trouve que ça oblige à détourner la contrainte justement. Et finalement, on réalise que quel que soit le thème imposé, on arrive à parler de ce qu'on veut nous dire. Donc les thèmes de prédilection, oui, c'est le métissage, le voyage, le rapport à l'autre, à la différence. C'est pas forcément dans le voyage, ça peut être autour du handicap, autour de une différence de les hommes, les femmes. Ça peut être plein de choses différentes finalement. Mais ce que j'aime particulièrement dans l'écriture, c'est que les gens rentrent dans un univers. Ça, j'en parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup les descriptions. Donc je fais attention à pas trop en mettre parce que sinon c'est un peu long. Mais j'aime quand les gens peuvent imaginer le lieu, rentrer dans un univers et avoir l'impression d'être ailleurs. Donc ça, c'est le voyage en fait, ça me passionne. On parlait tout à l'heure justement du pouvoir de l'imagination. Qu'est-ce qui titille en vous votre imagination? Qu'est-ce qui vous fait voyager? Alors ça peut être des choses toutes simples. J'ai dû parler aussi de la poésie du quotidien. Je crois beaucoup dans la poésie du quotidien. C'est-à-dire être juste là. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être inspiré. Donc s'asseoir dans un lieu public, par exemple, c'est une source inépuisable d'inspiration pour moi. Regardez, alors je vais prendre des exemples bêtes, mais la manière dont des fourmis construisent leur chemin, c'est incroyable. D'ailleurs, Jacques Weber en a tiré des ouvrages conséquents. Mais voilà, ça peut partir d'un rien, d'une silhouette. Ça, j'en parle dans le roman, c'est la manière dont, vous savez, quand vous passez dans une ville et que les fenêtres sont allumées, et on voit simplement un rideau, un meuble, une petite partie de décoration, une personne qui passe. Et là, quand on est un peu titillé par l'imaginaire, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, alors ça, c'est une personne qui doit exercer tel métier, il est rentré à telle heure, là il est fatigué, il est en train de penser à telle chose. On s'invente déjà une histoire. Les fenêtres comme ça, la nuit, quand on passe, ça c'est passionnant, on a déjà 1000 sources d'inspiration. Finalement, quand j'ai commencé à écrire, je me suis retrouvée avec ce qui me touchait peut-être le plus, c'est-à-dire mes origines. Je me suis retrouvée avec un personnage mauricien, un personnage breton,
Et même si j'avais placé mon roman à Paris pour les mêmes raisons, parce que c'était une grande ville, je trouvais que ça pouvait être assez neutre également, les personnages pouvaient se croiser très facilement. Eh bien, à peu près 1 mois et demi après avoir vraiment bouclé la trame du roman, ouvre à quelques rues de l'endroit où j'ai placé tous mes personnages, ouvre le centre de la Bulle, qui est le centre d'accueil des migrants à Paris, qui est un sujet qui me tient à cœur également. Et là, je me dis, j'ai un immigré illégal, j'ai un personnage secondaire qui travaille dans les associations, je ne peux pas parler de la situation actuelle, c'est impossible. Donc mon roman neutre, je le mets au feu, et puis je m'attaque à quelque chose d'un peu plus sérieux. Et quelles sont les histoires que vous lisiez vous-même? Qui sont les auteurs qui vont peut-être vous inspirer par la suite? Alors j'étais une lectrice difficile, non pas dans le sens que je choisissais mes livres, mais je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Donc il ne fallait pas laisser de choses que les enfants ne devaient pas lire, parce que ça, moi, ça passait aussi bien les journaux que les romans, que les contes. J'aimais beaucoup les contes. D'ailleurs, j'ai travaillé sur le conte après à l'université. J'étais le type de lecteur, vous savez, qui se cache sous les draps avec la lampe, enfin voilà. Alors, jusqu'au jour où mes parents, qui étaient restaurateurs, donc ils arrivaient tard, donc quand ils arrivaient, ils venaient voir si je dormais bien. Donc une fois sur deux, en fait, je venais d'éteindre ma lumière et de cacher ma lumière. Et puis un jour, mon père a eu l'idée géniale de toucher la lampe. C'était chaud. Et donc là par contre, j'étais bien grondée parce que j'avais lu jusqu'à minuit ou 1h du matin. Mais en tout cas, je lisais beaucoup de choses différentes. Petite, j'ai lu des classiques français, puisque j'ai grandi en France. Comme La Comtesse de Ségur, tout ce type de littérature qui justement vous emmène dans un univers, dans les châteaux, les belles robes, ça c'était formidable. Et puis après à l'université, je me suis intéressée beaucoup aux auteurs régionaux de ma région, donc de la Bretagne. J'étais très intéressée par la culture bretonne et par mon autre culture qui est la culture mauricienne. Donc là, j'ai commencé à l'adolescence, disons au lycée, à lire des auteurs mauriciens. Donc à l'époque, on commençait par le bal du dodo. Après, on lisait À l'autre bout de moi, parce que c'est ce qui était le plus diffusé en fait. Donc voilà. Et ce qui me fait réellement plaisir, c'est qu'à chaque fois que je reviens à Maurice, je reviens très régulièrement, chaque année si possible, pour des périodes plus ou moins longues, il y a de plus en plus d'auteurs. Par contre, ce qui me chagrine, c'est que les auteurs mauriciens dont on entend le plus parler à l'étranger, ce sont des auteurs mauriciens qui vivent à l'étranger. Je me jette la pierre à moi-même, parce que j'espère bien qu'un jour on entendra parler de moi. Mais je trouve qu'on devrait faire une grosse place d'honneur aux auteurs mauriciens qui sont à Maurice. Et dans tous les domaines, parce qu'aujourd'hui, il y a tout. À Maurice, il y a des polars, il y a des romans, il y a de la littérature jeunesse qui la bande dessinée est en train d'exploser, la bande dessinée. Mais voilà, alors c'est tout le problème des artistes qui restent dans leur pays, qui partent, ou du regard extérieur, qui est intéressant aussi. Moi, j'aime avoir ce regard de double culture, de métissage. Je suis à la fois française, je suis à la fois mauricienne, je suis née en Angleterre. Voilà, donc je pense que c'est une ouverture et une richesse. Mais voilà, j'aimerais qu'au Salon du Livre Paris, auquel je participe bientôt au mois de mars, sur le stand de la Réunion des livres, puisque c'est la Réunion qui nous héberge en tant que Mauriciens à Paris, j'aimerais voir beaucoup d'auteurs mauriciens. Ça, j'aimerais que ça avance. Ce roman-là, c'est un roman du quotidien, somme toute. Il n'y a rien, à part cet accent qui est quand même très particulier, il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, ce sont de simples rencontres qui sont liées au hasard. Et il y a beaucoup de descriptions du quotidien. Alors, il faut que je fasse attention. Ce n'est qu'un premier roman. J'espère que je pourrai aller au bout d'autres projets. Mais il faut toujours que je fasse attention, parce que moi, j'adore décrire. Mais alors, si vous faites 500 pages de description, bizarrement, les lecteurs ne vous suivent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que si on réfléchit bien, les moments où on profite le plus de la vie ou des moments de bonheur sont souvent juste des moments où on prend un tout petit peu de recul et on regarde ce qu'il y a autour de nous. Alors c'est quand on profite d'un paysage par exemple,
mais même, je ne sais pas, quand on est avec sa famille, ses amis, à un moment donné, on se dit ah, qu'est-ce que c'est bien. Est-ce que vous, qui avez ces origines françaises, mauriciennes, est-ce que votre accent a, je ne vais pas dire joué des tours, mais est-ce que ça a compté d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on vous a fait des remarques? Comment ça s'est vécu tout ça? Alors, en fait, moi j'ai un syndrome particulier qui m'est propre. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle une éponge. Donc si je fréquente quelqu'un qui a un fort accent un petit peu trop longtemps, j'ai tendance à prendre son accent inconsciemment. Ce qui veut dire aussi que quand je rentre à Maurice, je mets les pieds à l'aéroport, je commence à reprendre un léger accent mauricien, qui est le mien parce que je suis métisse, parce que je parle français, parce que voilà. Et quand je parle créole, j'ai un accent aussi incroyable. Enfin bref, on me dit ah, vous êtes réunionnaise, mauricienne, alors ça dépend. Et quand je rentre en Bretagne et que je suis à côté de mes grands-parents, que j'ai encore la chance d'avoir breton, agriculteur breton avec un accent fort prononcé, je me retrouve avec un accent breton. Donc ça m'a pas joué de tour, ça m'a plutôt rendu service. Parce que cette adaptabilité qu'on a à Maurice d'ailleurs, parce que pourquoi on a autant de call centers à Maurice? Parce que les Mauriciens sont capables de parler un anglais de Londres ou de parler un français parisien ou de reprendre leur accent naturel qui est quand même teinté de créole, avec différents accents créoles comme on l'a dit tout à l'heure, selon qu'on vient du sud, de l'est, de l'ouest, où on a grandi, dans quelle famille. Et il y a une habileté des Mauriciens, une habileté à s'adapter aux accents. Ça j'adore. J'adore ça chez les Mauriciens. Et du coup, je crois que j'ai peut-être gagné ça de mon origine mauricienne. C'est que ça ne m'a pas joué de tour, au contraire. Ça m'a plutôt aidé. C'est-à-dire qu'on apprend quand on rentre dans un milieu à entendre, à écouter l'accent. Et on arrive assez facilement à se caler sur le même accent. Parce que parfois, un simple accent peut créer un décalage de communication. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse de la langue. Tout à fait. Avant qu'on enregistre, vous me glissiez que vous habitiez pas loin de Port-Louis en Bretagne, que ça va peut-être vous inspirer votre prochaine aventure littéraire. Oui, alors ça c'est un projet que j'ai depuis longtemps, avant même d'écrire le syndrome de l'accent étranger. J'aurais aimé écrire un roman, mais qui sera forcément historique en partie, qui relierait mes deux cultures, donc entre autres en tout cas, donc la Bretagne et l'île Maurice, parce qu'il y a des liens forts entre la Bretagne et l'île Maurice. Il se trouve que j'habite juste à côté de, comme je disais tout à l'heure, non pas Port-Louis, mais Port-Louis, qui est une ville bretonne, qui est fait juste face à la ville de Lorient, d'où sont partis beaucoup de bateaux qui ont transporté les esclaves à Maurice. Et en fait, c'est né d'une conversation avec une amie mauricienne qui vit à côté de chez moi en Bretagne. Et on sait que, par exemple, les personnes qui sont descendantes d'esclaves ne connaissent pas forcément leur origine, le pays d'où ils viennent. On parlait de ça et elle me dit, tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous est arrivé. Mon frère a écouté une émission à la télévision sur Arte, je crois. Et on parlait d'un bateau qui s'appelle l'Espérance, qui est parti de l'Orient et qui a transporté des esclaves à Maurice. Leur nom de famille, c'est l'Espérance. Et on était en train de parler de ça à 2 pas de Port-Louis. Je dis, tu sais, c'est quand même amusant. Moi, je suis descendante de coulis. Toi, tu es descendante de quelqu'un qui était sûrement sur un bateau qui est parti d'ici. Moi, ma maman est née là. Et il y a une 3e copine qui nous rejoint et qui, elle, est née sur les bateaux et les boat people. Et puis elle dit, tu sais, nous, on n'aurait jamais dû arriver en Bretagne. Parce que normalement, on aurait dû aller en Australie. Mais comme l'oncle qui parlait anglais n'était pas là le jour du départ pour des raisons familiales, on s'est retrouvés à passer par Sri Lanka et à arriver en Bretagne. Et je me suis dit, c'est quand même fou. On est toutes les 3 à prendre un café ou un thé à Port-Louis en Bretagne et on a des histoires qui viennent du monde entier. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire autour de Maurice, parce que Maurice, c'est purement ça. On vient du monde entier. On est tous là, on sait qu'on est tous ensemble, on a nos différences, on a nos idées chacun. Mais quand même, c'est une richesse qu'on voit bien quand on vit à l'extérieur. Qu'on voit plus facilement peut-être quand on vit à l'extérieur. Tout à fait, on en reparlera. Merci beaucoup d'avoir partagé ce syndrome de l'envie de raconter des histoires. À bientôt. Merci, au revoir.